Il est 8h38 sur studiocalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse, des médias et des sites d'information sur studiocalita.com. Ce matin, nous allons commencer et reprendre le grand titre de l'actualité de ce matin qui ne figurait pas encore il y a 2 heures sur les sites internet, qui ne figure pas dans les journaux israéliens, mais qui a été mis en évidence ce matin dans Reshet Bet, sur Reshet Bet, la radio, la chaîne d'information de Cannes, le nouveau consortium médiatique, anciennement Kol Israël. Reshet Bet qui annonce le grand titre de la matinée, c'est-à-dire la rupture des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite, les Émirats du Golfe, le Bahreïn, l'Égypte, qui ont donc décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar, et ce, en raison du refus du Qatar de remettre en cause sa politique pro-iranienne. C'est une décision sans précédent, analyse ce matin les observateurs israéliens dans le journal du matin de Cannes, Reshet Bet. Donc 2 semaines après la visite de Donald Trump à Riyad et sa rencontre avec les leaders du Golfe Persique, on assiste donc à un développement particulièrement important. Les observateurs soulignent qu'il y a eu dans le passé des tensions entre le Qatar et ses voisins du Golfe, mais que jamais une telle décision n'a été prise. Il s'agit donc d'une rupture totale en raison du refus du Qatar de s'aligner sur la politique anti-iranienne, très ferme, de l'Arabie saoudite, et en raison du refus du Qatar également de chasser les frères musulmans. Donc l'Arabie saoudite a annoncé que tous les citoyens qatariotes devraient quitter son territoire d'ici 2 semaines. Pour l'instant, on se pose beaucoup de questions après cette annonce, comme par exemple de savoir si le Qatar va changer de cap après donc cette rupture des relations avec l'ensemble des pays du Golfe Persique. Est-ce qu'il va se démarquer du Hamas, des frères musulmans qu'il cautionnait jusqu'à présent? Bien, ce sont des questions dont il faudra attendre encore un peu de temps pour essayer de se décanter les choses et de comprendre un peu l'importance de cette décision et voir si effectivement le Qatar va modifier son positionnement. Toujours est-il que les quotidiens israéliens et les sites d'information annoncent également que l'autorité palestinienne, et ce sont des sources palestiniennes, l'autorité palestinienne aurait cessé de verser des allocations à des centaines de terroristes qui purgent des peines de prison en Israël. On se souvient qu'au cours des dernières semaines, les Américains avaient demandé aux Palestiniens de cesser le virement de ces salaires aux prisonniers palestiniens. Et donc, il est possible qu'il s'agisse là donc d'une réaction, d'une première décision de l'autorité palestinienne. En tout cas, c'est ce que pensent certains des prisonniers qui ont été contactés, qui ont affirmé qu'ils n'avaient pas reçu leur allocation du mois de mai, et qui ont affirmé que l'autorité avait apparemment ainsi cédé aux pressions américaines et israéliennes. C'est également un titre ce matin de Reshet Bet, la chaîne d'information de Cannes, le consortium médiatique israélien. Tous les quotidiens et les sites d'infos confirment ce matin que c'est Daesh qui a revendiqué l'attentat de Londres, qui a fait, je vous le rappelle, 7 tués, des dizaines de blessés, dont 21 sont dans un état grave à critique. Le site Ynet a indiqué que 8 policiers ont tiré sur les 3 terroristes, les ont abattus à l'aide d'une 50aine de cartouches. En même temps que cette revendication, Daesh a publié un montage montrant le pont de Londres, montage sur lequel il est écrit en français « Revanche, aucun compromis dans la sécurité des musulmans ». Les quotidiens qui n'avaient pas pu inclure donc l'annonce de l'attentat dans leur édition d'hier se rattrapent aujourd'hui. Le Israël Hayom titre « 18 minutes d'effroi ». Et dans son éditorial, le spécialiste militaire du quotidien, Yoav Limor, écrit que dans la lutte contre le terrorisme, il n'y a pas de raccourci possible, et de constater que les deux précédents attentats qui avaient été commis par des citoyens britanniques entraînés ou affiliés à Daesh. Et puis ici, la Grande-Bretagne ne réagit pas à ce type d'attentat avec toute la force et toute son expérience. Le prochain attentat ne sera qu'une question de jours, écrit encore ce matin Yoav Limor, toujours dans le Israël Hayom. Le correspondant du Yediot Aharonot à Londres, Yariv Khalili, lui raconte en première page comment il s'est retrouvé quasiment sur les lieux de l'attentat samedi soir. Un policier lui a dit de faire très attention. Les terroristes sont juste près de là, a-t-il dit. Le Yediot Aharonot parle, lui, de 8 minutes et non de 18 minutes comme le Israël Hayom, 8 minutes de terreur. Le Yediot souligne également que paradoxalement, à l'attentat
de Londres, l'attentat de Londres, pardon, paradoxalement, l'attentat de Londres a permis à Theresa May de retrouver de son assurance et a prouvé sa capacité à gérer une crise d'une telle ampleur, et ce, à 3 jours à peine des élections législatives qui doivent sceller le sort de l'Angleterre. Dans un discours très ferme, en effet, hier, Theresa May a reconnu que son pays avait été trop conciliant avec les terroristes. Le philosophe Alain Finkielkraut a réagi hier à cet attentat sur i24 News, donc à cet attentat de Londres. J'ai été accablé par la nouvelle de cet attentat, mais désespéré, d'autant plus que je n'étais pas surpris car l'horreur est devenue routinière et le terrorisme est devenu la musique d'ambiance de l'Europe. Dixit donc Alain Finkielkraut. Le Yediot Aharonot revient sur les révélations autour de l'intention d'Israël de faire exploser sur l'une des montagnes du Sinaï une bombe atomique afin de dissuader les Égyptiens de poursuivre leur conquête du Sinaï si la guerre des 6 jours avait tourné à l'avantage donc des armées arabes. C'est Ronen Bergman, le spécialiste incontesté et incontestable des services secrets israéliens, qui revient sur les informations que lui a fournies en 2001 le général Yitzhak Yaakov, des informations top secrètes. Dans son entretien avec lui, le général Yaakov admet que personne au sein de l'état-major israélien n'avait envisagé l'utilisation de cette arme absolue, mais la réalité nous a conduit à y penser, la réalité et le risque de voir l'État d'Israël envahi par les armées arabes. Alors nous sommes justement en train de parler de la guerre des 6 jours. Nous sommes le 5 juin, je le disais en introduction de cette heure d'actualité, nous sommes le 5 juin 2017. C'était il y a exactement 50 ans, jour pour jour, selon le calendrier civil, que débutait la guerre des 6 jours. Et je vous propose d'écouter un enregistrement historique qui est passé ce matin en ouverture du journal de Reshet Bet dont je vous parlais tout à l'heure. כאן כל ישראל ברשת ב', השעה 8:10. האזינו להודעת דובר צה"ל. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל לבין כוחותינו שיצאו לבלום אותם. עד כאן הודעת דובר צה"ל. Voilà, c'était donc le communiqué du porte-parole de l'armée israélienne diffusé vers 8h30, heure d'Israël, il y a 50 ans, jour pour jour, le 5 juin 1967, ce communiqué du porte-parole de l'armée israélienne qui annonçait le début de combats aériens et terrestres entre les forces israéliennes et les forces de pays arabes, sans en dire plus sur la teneur, donc sur l'amplitude de ces combats, mais d'ores et déjà, au moment où était diffusée cette information, eh bien, les chefs d'état-major, les responsables de l'état-major israélien savaient que l'aviation égyptienne avait été clouée au sol par l'armée de l'air israélienne et que l'armée israélienne s'était dotée du contrôle quasi exclusif du ciel de la région, ce qui lui donnait un avantage certain pour la suite donc de cette campagne, de cette guerre des 6 jours. Alors ce matin, 5 juin 2017, donc à l'heure où les chasseurs israéliens détruisaient l'aviation égyptienne, le Yediot publie 2 avis, 2 positionnements, 2 éditoriaux sur les retombées de cette guerre. Celui d'Emouna Elon qui s'identifie à la droite israélienne et qui rappelle le mot du célèbre écrivain Ephraim Kishon qui avait dit après la guerre « Pardon d'avoir gagné cette guerre ». Cela traduisait déjà, écrit-elle à l'époque, ce sentiment d'autoflagellation qui a suivi la guerre dans certains cercles israéliens. Nous n'avons pas conquis une terre étrangère, mais la terre de nos ancêtres, écrit-elle en s'inspirant du Talmud, et de rappeler que jamais la Judée et la Samarie n'ont été sous souveraineté étrangère. Et le second éditorial ce matin est celui de Sami Michael, écrivain israélien, qui lui considère que cette guerre n'a fait que fait porter le signe de Caïn de l'occupation sur l'État d'Israël, et d'écrire et de déplorer que des milliards de shekels aient été investis, dépensés selon lui dans les implantations israéliennes en Judée et en Samarie depuis 50 ans, une occupation
qui, depuis 50 ans, empêche Israël de mener une vie normale, donc selon Sami Michael, dans un éditorial toujours dans le Yediot Aharonot. Le même titre d'édito diamétralement opposé figure ce matin dans le Haaretz d'une part, le Haaretz de gauche, et dans le Makor Rishon, qui est affilié à la droite israélienne. L'éditorialiste du Haaretz est particulièrement sévère. Il écrit ce matin que cette guerre, qui devait être la plus courte, 6 jours seulement, est devenue la plus longue d'Israël, 50 ans. 50 ans d'occupation, écrit-il, un État, dans les territoires occupés, une guerre qui a amplifié l'idéologie religieuse messianique, une guerre qui a fait de la justice israélienne un instrument visant à légaliser une occupation illégale, une guerre qui a brisé le socle de l'idéologie sioniste, écrit donc ce matin l'éditorialiste du Haaretz. Quant au Makor Rishon, qui publie donc une édition spéciale à l'occasion de cette date historique du 5 juin 67, eh bien, il écrit que le rédacteur du dictionnaire hébraïque, Ibn Shushan, le célèbre Ibn Shushan, avait défini la guerre des 6 jours comme la véritable guerre d'indépendance de l'État d'Israël. David Ben Gurion avait révélé que le résultat de cette guerre l'avait réjoui beaucoup plus que la déclaration d'indépendance qu'il avait proclamée le 14 mai 1948 pour le Makor Rishon. Il s'est agi là d'un événement de l'importance d'un miracle biblique, mais comme cela s'est déjà passé au moment de la sortie d'Égypte ou après la sortie d'Égypte, En Baal Hanes Makir Benisso, celui qui a été l'objet d'un miracle, eh bien, ne sait pas obligatoirement le reconnaître. C'est donc un éditorial ce matin dans le Makor Rishon consacré à ce 5 juin 1967, 50 ans après le début de la guerre des 6 jours. Tous les quotidiens israéliens reviennent ce matin également sur la visite éclair de Binyamin Netanyahou au Libéria dans le cadre du sommet du CEDEAO, l'organisme regroupant les pays d'Afrique occidentale. Le Israël Hayom salue la percée diplomatique de Binyamin Netanyahou, le réchauffement des relations avec le Sénégal et avec le Mali et le désir de Binyamin Netanyahou de faire pencher vers Israël l'ensemble du vote africain à l'ONU. Le Yediot, lui, cherche un peu comme ça, comme à son habitude, la petite bête et souligne qu'au cours de la visite du Premier ministre, il y a eu une altercation assez vive entre les agents de la sécurité rapprochés de M. Netanyahou et ceux du président du Togo. Mais les journaux et les sites d'actualité insistent donc sur le rapprochement entre Israël et le Mali, enregistré après la rencontre entre Binyamin Netanyahou et le président de ce pays. Également la fin donc de la brouille entre Israël et le Sénégal, une brouille qui avait débuté à la suite du vote du Sénégal en faveur de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, la fameuse résolution 1334 du 23 décembre dernier. Le site d'information Voilà a organisé hier un débat politique entre les 6 candidats pour la présidence du Parti travailliste. Parmi eux, certains sont plus connus, comme Yitzhak Herzog, l'actuel président, et comme Amir Peretz, qui fut lui-même président du parti. Celui qui, de l'avis des experts, a réussi à tirer son épingle du jeu n'est autre que le député travailliste et homme d'affaires Eren Margalit, qui a fait diffuser une vidéo montrant un autre candidat, moins connu encore, Avi Gabay, affirmé lors d'une précédente consultation électorale, en fait, qu'il avait voté en faveur du Likoud. Et puis nous terminerons ce survol de la presse et des médias israéliens par une information qui est répercutée par l'ensemble des sites qui nous annonce l'ouverture d'une 3e voie sur l'autoroute numéro 1 qui relie Jérusalem à Tel Aviv, une 3e voie en particulier dans la région de Motza sur la montée de Jérusalem, une 3e voie qui, on l'espère, va permettre quelque peu de diluer les bouchons chroniques dans cette zone. Et puis, bien entendu, avant de terminer cette revue de la presse et des médias, je suppose que vous souhaitez connaître les résultats définitifs du premier tour des élections législatives dans la 8e circonscription. Eh bien, nous sommes désolés de ne pas pouvoir encore vous les fournir de manière officielle. Ils n'ont pas encore été publiés. Mais ce que l'on peut d'ores et déjà dire, c'est que le taux de participation à cette élection ici en Israël et même, on peut dire, dans l'ensemble de la circonscription a été relativement bas. En Israël, autour des 10%. Et ce que l'on peut d'ores et déjà affirmer sans trop risquer de se tromper, eh bien, c'est que les 2 candidats au second tour de cette élection législative pour la 8e circonscription des Français de l'étranger seront Meir Habib, qui défend les couleurs des Républicains et du Centre, et Florence Drori, qui est la représentante du parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Dans quelques instants, nous retrouvons Jean-Charles Zerbib,
qui va nous parler d'un projet de l'Organisation sioniste mondiale, un projet de Mechina, d'année préparatoire pré-militaire, qui a été initié donc par l'Organisation sioniste mondiale. Il nous en parlera dans quelques secondes après une page musicale.